Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles sur Monaco Info le week-end également. Parmi les grands titres que nous développerons dans cette édition, la réponse du gouvernement face à la demande croissante de tests de dépistage de la Covid-19. La capacité de prélèvement sera plus importante dès la semaine prochaine. C'est ce que nous expliquera le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Didier Gamerdinger. La suite de la programmation des 50 ans du Fort Antoine avec le spectacle Maîtres anciens. Alors que le départ du Tour de France a été donné à Nice, nous recevrons le cycliste australien David Tanner. Il va prendre part le 12 septembre au défi lancé par la Fondation Princesse Charlène pour récolter des fonds, une traversée de Calvi jusqu'à Monaco en waterbike. Pour l'AS Monaco FC, la deuxième journée de Ligue 1 se disputera demain à l'extérieur à Metz. Et puis, comme chaque samedi, le conseil lecture de la semaine avec Céline Sabine de la Médiathèque. La rentrée scolaire se prépare à Monaco. Les crèches rouvriront dès cette semaine. Nous faisons le point tout de suite avec Christinda Tomel. Oui, Patricia, la rentrée scolaire approche à grands pas. Vous le savez, elle se fera le 7 septembre à Monaco. Nous recevrons d'ailleurs à ce propos Isabelle Bonal, le directeur de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, mardi sur notre antenne. Isabelle Bonal donnera une conférence de presse pour donner les directives et la marche à suivre pour cette rentrée qui sera sans aucun doute particulière au vu des circonstances. Et si les élèves de Monaco se préparent à reprendre le chemin de l'école, les tout petits, eux, pourront retrouver bientôt la douceur de la crèche. Le retour dans l'ensemble des structures de petite enfance est prévu pour le mercredi 2 septembre. Le protocole sanitaire, le respect des gestes barrières et le port du masque pour les auxiliaires de périculture et pour les parents accompagnants seront bien sûr de rigueur pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions possibles. Et puis ce don précieux pour l'association Fightheads Monaco. Ah oui, l'association monégasque présidée par la princesse Stéphanie a bénéficié d'un don de 15 ordinateurs portables reconditionnés grâce au soutien de l'association monégasque Digital Aid qui recycle des ordinateurs usagés pour les revaloriser et en faire don à des associations humanitaires. Une partie de ces ordinateurs sera redistribuée aux partenaires de terrains internationaux de Fightheads, du Burundi, de l'île Maurice et de Madagascar. Merci Chrisinda. Après ce point évoquant notamment la rentrée scolaire, un autre dossier qui est au cœur de vos préoccupations, celui de la crise sanitaire actuelle. Le conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé est notre invité pour faire un point complet sur la question. Bonsoir Didier Gamerdinger. Bonsoir Patricia. Évoquons tout d'abord le bilan sanitaire. L'épidémie est toujours contenue même si les cas positifs sont quotidiens. Alors, il est exact de mentionner que le virus circule en principe autour de Monaco, comme ailleurs, hein, en fait, comme en Italie et comme dans les régions françaises proches de nous. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que les premiers cas que nous avions observés au début de l'été étaient des contaminations qui étaient acquises en dehors de la principauté de Monaco. C'était très net. Et puis plus récemment, alors nous continuons à observer ce phénomène, mais ce que nous relevons aussi, c'est qu'il peut y avoir des contaminations, soit dans le milieu du travail, à l'occasion des pauses en particulier, pause café, pause cigarette, pause déjeuner, ou bien dans la cellule familiale. Donc c'est une pluralité, vous voyez, de situations que nous rencontrons désormais. Oui, et le meilleur indicateur pour lutter contre l'épidémie, cela reste toujours le test. Après la vaste campagne de dépistage qui a permis de tester plus de 38 000 personnes, il faut rappeler qu'il est toujours possible de faire des tests sérologiques, aujourd'hui encore à Monaco. Oui, c'est le cas et en lien avec les professionnels de santé de Monaco, nous avons souhaité, continuer à proposer ce test très simple, hein, c'est la petite goutte de sang au bout du doigt, à la population qui le désirait et depuis la mi-juillet, ces professionnels, alors les pharmaciens et quelques médecins également, ont pu tester, pratiquement 2 000 personnes supplémentaires. C'est vraiment remarquable et c'est le signe, en fait, d'une attente de la population à laquelle, nous répondons ainsi positivement. C'est pour ce qui concerne les tests sérologiques. Pour les tests PCR, cette fois, qui permettent de savoir si l'on est positif, le champ est plus étendu pour y avoir recours. Oui, exactement. Le test PCR, comme vous venez de l'indiquer, c'est un test qui permet de déterminer si, au moment où il est réalisé, la personne est atteinte par le virus, sachant qu'elle peut être tout à fait asymptomatique. Alors, en réalité, nous avons décliné les possibilités de test auprès de différents opérateurs. Alors, le premier d'entre eux, c'est l'hôpital Princesse Grasse,
qui va tester les patients qui sont symptomatiques, donc qui se présentent parce qu'ils ont des symptômes évocateurs assez forts. Le CHPG va également tester les enfants parce qu'il a une capacité pour ce faire. Il va tester également l'ensemble des professionnels de santé de la Principauté de Monaco. Et l'hôpital réalise ainsi 350 prélèvements par semaine auprès de cette catégorie de population. Ça, c'est le premier groupe, si vous voulez. Deuxième groupe, ce sont les personnes qui ont des symptômes, mais qui ne justifient pas d'aller à l'hôpital. Et ces personnes-là s'adressent à leur médecin traitant et le médecin signale le patient à l'action sanitaire et sociale. Et puis, nous testons aussi ce qu'on appelle les cas contacts. Et dans ces hypothèses, l'action sanitaire et sociale met en place une régulation et nous procédons à un test, alors soit par une des infirmières de ville qui ont constitué un pool, soit par des médecins de santé publique, et nous pouvons ainsi tester 310 personnes par semaine. Et je souligne que nous faisons très rapidement, puisque par exemple, une des infirmières de ville, quand il y a eu 2 cas de positivité au SARS-CoV, nous avons été informés à 23 heures le soir, et le lendemain, en début d'après-midi, 66 salariés, tous les salariés, ont été ainsi prélevés et testés. Et puis la dernière possibilité, c'est pour les personnes qui ne sont pas cas contact, qui n'ont pas de symptômes, qui veulent quand même se faire tester parce qu'elles ont un doute, elles veulent être rassurées. Et bien là, il est possible de s'adresser au laboratoire privé qui aujourd'hui déjà fait 50 tests par jour. Et puis j'ai téléphoné à sa responsable. Et à partir de lundi prochain, cette dernière va doubler ses capacités, c'est-à-dire près de 300 tests dans la semaine. Oui, parce qu'il est vrai qu'avec la rentrée, le retour des vacances, de plus en plus de personnes vont souhaiter effectuer le test, ce qui rend bien évidemment les choses plus difficiles, à Monaco comme ailleurs d'ailleurs. Oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut signaler, c'est que, en principauté, nous nous sommes, comme vous l'avez compris, mobilisés, l'ensemble des acteurs concernés. Ce que nous pouvons souligner, mettre en avant, c'est qu'avec la capacité que nous avons aujourd'hui de pratiquement 1 millier de prélèvements par semaine, nous faisons à peu près 2 fois plus de prélèvements que nos grands voisins, la France, l'Allemagne, par exemple, et 4 fois plus de prélèvements que les Italiens et les Suisses. Donc, c'est pour dire que nous nous mobilisons véritablement pour pouvoir tester très largement notre population, à la fois résidente et salariée, et puis peut-être demain nos scolaires, si c'était nécessaire, si les médecins scolaires nous le signalaient. Didier Gamerdinger, les tests constituent un moyen important de lutter contre l'épidémie. Il y a aussi les gestes barrières, la rentrée est toute proche. Est-ce que la possibilité d'étendre l'obligation du port du masque a été envisagée? Je pense notamment en entreprise, par exemple. Alors, ça fait l'objet de réflexions du groupe Santé Sciences que j'anime, et d'ailleurs, je ferai des propositions en ce sens très prochainement au gouvernement. Alors, pour répondre plus directement à votre question, dans l'entreprise, oui, puisque comme je vous l'ai indiqué, nous avons observé que c'est notamment dans le milieu du travail qu'il peut y avoir des phénomènes de contamination. Donc, nous allons demander que dans l'entreprise, il y avait déjà le port du masque dans certaines situations qui étaient imposées. Eh bien, nous allons aller au-delà. Dernier point, Didier Gamerdinger, c'est l'une des préoccupations principales et actuelles des parents d'élèves. Quelles sont les modalités qui vont entourer la rentrée scolaire cette fois? Alors, ce que je peux indiquer, c'est qu'il y a eu tout au long de l'été un rapprochement extrêmement efficace entre la direction d'action sanitaire et celle de l'éducation nationale, et c'était bien légitime pour réfléchir aux modalités d'accueil des élèves en principauté de Monaco dans les différents niveaux scolaires, en lien évidemment avec la communauté éducative. Et nous restons sur des dispositions de bon sens qui avaient déjà été prises à la fin de l'année scolaire précédente et qui reposent sur le port du masque, évidemment, puisqu'on a vu que c'était une mesure extrêmement efficace, l'hygiène des mains, la distanciation, avec une attention particulière en ce qui concerne, par exemple, les vestiaires, les cours de gym, les cours de natation. Alors, tout ceci donc a été vu et Madame Bonal et Monsieur Stellario prochainement auront l'occasion de préciser les modalités de mise en œuvre très pratiques à destination du corps enseignant et des enfants scolarisés. Et nous y reviendrons bien évidemment sur Monaco Info. Didier Gamerdinger, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Et je rappelle donc que vous nous annoncez aujourd'hui la poursuite de l'augmentation du nombre de tests PCR et de la capacité de prélèvement à Monaco dès la semaine prochaine. Exactement. Merci beaucoup.
C'est devenu le bastion de la culture en principauté au cours de l'été. Le Fort Antoine accueillait hier soir encore un spectacle dans le cadre de la programmation de son 50e anniversaire, une pièce intitulée Maîtres anciens. Reportage. Une adaptation du roman de Thomas Bernhard publié en 1985, ou plutôt un monologue ininterrompu où se mêlent des personnages solitaires et misanthropes avec une énergie passionnelle de la pensée et de la parole, rythmée par de nombreuses exagérations pour dire plein de vérités. On ne sait jamais laquelle prendre, et c'est aussi parce qu'il y a ce désir, mais je dirais très impérieux, que chacun se positionne par rapport à l'art dans sa vie, qu'est-ce que ça représente. Et comme Thomas Bernhard, il avait perdu sa compagne, il y a ce petit truc où il se dit mais qu'est-ce que ça vaut les maîtres anciens par rapport à la vie de l'être aimé en fait. Donc c'est vraiment l'art et la vie en fait. Le comédien Nicolas Bouchot interprète seul sur scène Reger, un critique musical qui depuis 30 ans va tous les 2 jours au musée d'art ancien de Vienne pour s'asseoir sur une banquette dans une salle bien précise, juste pour regarder un tableau, L'homme à la barbe blanche de Tintoret. Ce qui me plaît beaucoup, c'est les romans de Thomas Bernhard et c'est l'esprit de Thomas Bernhard qui est un esprit corrosif, drôle, en même temps un peu désespéré, mais qui donne de la joie. Voilà. Thomas Bernhard, il est énervé contre tout, mais il nous donne de la joie quand même quand on l'écoute. Ce qui m'a particulièrement intéressé dans ce roman-là, c'est qu'il s'agit d'art, de peinture, de musique, de littérature, et pour aller vite, on va dire tout notre patrimoine artistique européen que ce critique musical va, au fur et à mesure, critiquer, dézinguer, tout en disant que l'art lui est indispensable. Maîtres anciens, une critique non exhaustive de l'Autriche, un questionnement sur la transmission, le deuil et l'héritage. Une pièce fascinante, effrayante, mais extrêmement drôle. C'est l'effervescence à Nice pendant 3 jours. Le départ du Tour a été donné aujourd'hui en présence du couple princier. C'est tout à fait logiquement que nous accueillons ce soir un ancien cycliste professionnel basé à Monaco et qui s'apprête à relever un incroyable challenge aux côtés de la princesse Charlène. David Tanner, bonsoir. Bonsoir. Vous allez être très occupé à la mi-septembre, mais est-ce que vous allez tout de même suivre cette grande boucle 2020 ? Oui, bien sûr. Cette année, ça va être une course très intéressante, surtout parce que c'est notre mois complètement. C'est en septembre cette année et pas juillet. Mais on va voir beaucoup de mouvements avec les différents containers de classement général. Et les étapes cette année sont très difficiles aussi. Alors je pense qu'on va voir une course très intéressante. Et un petit pronostic sur le nom du possible vainqueur ? Écoute, pour aujourd'hui, j'ai deux potes, aussi les résidents de Monaco, que je pense ils ont la bonne chance de la victoire, Caleb Ewan et Sam Bennett. Et pour le classement général, je pense qu'il y a plusieurs, peut-être le Français Thibaut Pinot et Primoz Roglic de Lotto Jumbo. Et je pense aussi qu'il est très fort en ce moment. David Tanner, vous êtes d'origine australienne, vous avez eu la gentillesse de débuter cet entretien en français. Nous allons maintenant basculer sur de l'anglais. Princess Charlene was in Nice today. She's a great swimmer, but she's also a great cyclist. Yes, I've seen recently. She's also very talented on the water bike. She's putting in lots of hours for our adventure that will be starting in 2 weeks. So yeah, she's a previous, before she was a great swimmer, but we can also see in general she's a great athlete. Can you present us this challenge? You're gonna quit Calvi, Corsica to go to Monaco. Yeah. It will take place on the 12th and 13th of September. Yes, it's a great initiative by the foundation, and it's all for a great cause, obviously. We are 2 teams of 4 people, all coming from diverse backgrounds, whether it be sport or different sports, from combat fighting, from Conor McGregor to swimming, cycling. So we bring diverse qualities and skills, but it's 2 teams
participating in almost like a tandem style event. So I think we can look at doing 1.5 hour stints each, and we hope to be able to cross from Calvi to Monaco in roughly 24 hours. It's quite the same to ride a bike or a water bike, or are there a lot of differences? Well, in theory you think that it's the same, but it's actually quite a different feeling from being on water to being on the road. The pedaling style is much different. It can be much harder depending on the conditions from the sea. So if it's flat conditions, it's quite pleasant, and if it's rough conditions, it can be really physically demanding. What is the training? Princess Charlene has been very dedicated. She's doing also multiple training sessions a day, and almost each day, with only one, I think, recovery day per week. So it's interesting. It's come to a time now where we need to start to reduce the training hours a little bit so that we're fresh for the event. But it's been a lot of work. There's a lot of wind in this part of the Mediterranean Sea. Is it something that you fear? I think from the information I have, September's probably one of the best months to be crossing on a water bike, that is. But I guess we're at the mercy of the weather gods. We could have wonderful conditions, we could have rough and windy conditions. So I guess we just have to, be ready for whatever is thrown at us and get the job done. You'll be part of the team Serenity with Princess Charlene and Yannick Agnel. Yeah. And in front of you, there will be Gareth Wittstock and the Yes. incredible Conor McGregor. Are Yes. you scared of them? I'm quite comfortable on the bike and to be pedaling, and I think that although it will probably turn into a competition, at the end of the day it's to raise money for a good cause. So it will be interesting to compete against Conor, though, that's for sure. David Tanner, nous ne manquerons pas de suivre ce défi sportif les 12 et 13 septembre sur Monaco Info. Bon entraînement d'ici là, merci. Merci beaucoup. Et cela nous amène au reste de l'actualité sportive, avec notamment une veille de match pour l'AS Monaco FC, Christine Datomel. Oui, après Reims, Patricia, les Rouges et Blancs affronteront Metz ce dimanche à 15h à Saint-Symphorien. En pleine crise sanitaire, seulement 5000 personnes sont autorisées à assister à cette deuxième journée de Ligue 1. Dans le groupe monégasque, Aurélien Chouameni, je vous propose d'écouter un extrait de la conférence de presse d'avant-match. Le milieu central revient sur les objectifs de l'AS Monaco. Tout le monde pousse vers la même direction. Dès qu'on est arrivé avec le coach, on a vu que c'était quelqu'un qui demandait beaucoup d'exigences, beaucoup d'agressivité. En appliquant ces consignes, c'est ce qui va nous permettre de gagner le plus de matchs dans cette saison. Moi, mon objectif, c'est de performer chaque match. Voilà, je vais prendre chaque week-end un par un, performer pour aider l'équipe. Et si tout le monde arrive à pousser ensemble, je pense que ça pourra bien se passer et on va pouvoir remporter beaucoup de matchs. Et si les joueurs de l'AS Monaco FC espèrent de nombreuses victoires cette saison, la Roca Team partage les mêmes ambitions, Christinda. Et oui, Patricia, la team de Coach Z est désormais au grand complet pour préparer de nouvelles conquêtes avec beaucoup d'ambition pour cette nouvelle saison qui approche à grands pas puisque la Roca Team recevra Boulogne-Levallois dès le 23 septembre pour la première journée de Jeep Elite. Et en attendant ce grand retour, les basketteurs monégasques vont jouer un match amical ce mardi 1er septembre face aux Sharks d'Antibes. Une rencontre qui sera ouverte au public dans la limite de 500 places disponibles. Alors pour réserver vos billets pour assister à cette rencontre, il suffit de vous rendre sur le site des Sharks. À noter également que les guichets de la salle Gaston Médecin sont désormais ouverts afin de satisfaire les demandes d'abonnement, la saison approchant, je vous le rappelle, à grands pas. De la Formule 1 et tous les regards tournés vers Spa-Francorchamps.
Oui, Patricia, le 7e Grand Prix du championnat du monde de Formule 1 se déroule ce week-end en Belgique. La course aura lieu ce dimanche à 15h10, dominé par Lewis Hamilton. Avec 132 points au classement, le championnat du monde se poursuit donc ce week-end. Le pilote Mercedes a déjà remporté 4 Grands Prix, dont le dernier en Espagne le 16 août. Une course qui rappellera sans aucun doute de bons souvenirs à Charles Leclerc qui avait remporté l'édition 2019, je vous le rappelle, du Grand Prix de Belgique. Espérons que ce Grand Prix lui porte chance car pour l'instant, le jeune monégasque ne compte aucune victoire à son actif cette saison et figure à la 4e position avec 45 points. Et oui, nous croisons les doigts. Vous la connaissez en tant que chanteuse, Olivia Ruiz vient d'écrire son premier roman, La commode au tiroir de couleurs. Un roman qui connaît un fort succès depuis sa sortie. C'est le coup de cœur de la semaine de notre chroniqueuse littéraire Céline Sabine. Ce roman raconte comment une jeune femme hérite de la commode de sa grand-mère, qui vient de décéder. Cette commode, qui est le nom du livre, la commode au tiroir de couleurs, l'a toujours intriguée petite et a nourri son imaginaire d'enfant. Et au cours d'une nuit, elle va ouvrir tous les tiroirs de cette commode, comme autant de chapitres dans le livre, et découvrir petit à petit un objet, une lettre de sa grand-mère, qui va dérouler en fait le récit de sa vie dont elle ne lui a jamais vraiment parlé. Sa grand-mère a quitté avec sa famille l'Espagne franquiste pour se réfugier en France. Et on va petit à petit découvrir le parcours de cette femme. Ce livre, c'est un roman dont la force, qui tire sa force en fait du personnage de cette grand-mère, Rita, une femme de caractère, une femme forte, qui n'a pas toujours eu une vie facile. Et c'est un joli roman avec une écriture fraîche qui nous emporte de l'Espagne jusqu'à la France. Un roman sur l'exil, sur la transmission, sur l'amour. Et surtout un roman qui, en tant que femme, m'a touchée et peut en toucher beaucoup. Sur la difficulté d'être à la fois une femme, une mère, une amante. Et de vivre une vie de joie, de tristesse et de difficulté parfois. Après un samedi qui n'a pas vraiment été ensoleillé, quel temps pour dimanche, Chrisinda ? Oui, Patricia, après une journée à tendance orageuse samedi, la journée de dimanche sera quant à elle instable. La pluie, les orages pourront s'inviter le matin. L'après-midi, les prévisions sont quant à elles plus clémentes. Des passages nuageux entrecoupés de quelques éclaircies. Une légère brise soufflera tout au long de la journée. Du côté des températures, comptez 18 degrés le matin et 24 l'après-midi. L'eau sera à 24. Le soleil se lèvera à 6h50 avant de se coucher à 20h10. Dimanche 30 août, nous fêterons les Sacha. Merci Chrisinda. Ce journal s'achève avec ces photos signées Manuel Vitali, des photos qui nous emmènent à Nice où a été donné aujourd'hui le coup d'envoi du Tour de France en présence du prince Albert II et de la princesse Charlène qui ont également assisté à l'arrivée de la course féminine By le Tour de France. À demain pour le best-of de la semaine à 20h puisqu'à 19h, place à la vigie présentée par Yann-Anthony Noguès avec pour invité le président du Conseil national, Stéphane Valéry.